décidé à l'époque de m'engager pour changer quelque chose. Je ne ferai pas de politique. Moi, j'ai prévenu François Fillon qu'au 7 mai, j'arrête. Je peux me reconcentrer sur mes affaires. Mais j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose pour mon pays. Et pourquoi? Parce que il faut qu'on se l'avoue, il faut qu'on l'admette. D'ailleurs, c'est une des forces de François Fillon, c'est de nous le dire. Lucidement, nous avons un pays en déclin. Ça énerve, parce qu'il n'y a pas de raison que notre pays soit en déclin. On a tout pour réussir en France, absolument tout. On a des ressources humaines de toute première qualité, on a des infrastructures, un système d'éducation, un système de santé, un climat, une culture, une histoire. Enfin, on a absolument tout pour réussir merveilleusement. Et quand vous prenez nos indicateurs aujourd'hui, ben en gros, ils sont à peu près tous au rouge. Alors, on connaît tous les indicateurs économiques, on en parle, on en reparlera avec Arnaud. Moi, il y en a un qui est pour moi une illustration de ce déclin français qui n'a pas de raison d'être, c'est notre rang en mathématiques. Moi, quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait Maths Sup, Maths P, la France était deuxième du monde en mathématiques. Et quand il y avait des prix Nobel, ça s'appelle des médailles Fields, assez souvent, le plus souvent, elles étaient françaises. Aujourd'hui, la France est 27e en mathématiques dans le monde. Ce n'est pas nos enfants qui sont plus mauvais que nous, c'est les mêmes enfants, c'est les mêmes petits Français, et pourtant, eh bien, ils réussissent moins bien qu'on réussissait il y a 40 ans. C'est pas normal, il n'y a pas de fatalité, et c'est ce que François Fillon nous a dit. Il faut déjà, comme on le fait dans nos entreprises, il faut déjà nommer le problème, parce qu'une fois qu'on a nommé le problème, on commence déjà à avoir les solutions pour le résoudre. Alors au début, l'engagement avec François Fillon, c'était un engagement où je ne savais pas trop quoi faire, parce que je lui ai fait rencontrer, j'avais remarqué que quand il rencontrait des chefs d'entreprise, c'était un peu trop dans les grands restaurants. Et la Pérouse et tout ça, avec des communicants, et j'avais dit, ça, je ne le sens pas trop ça. Et j'avais dit à François, bon, et pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas avec des vrais chefs d'entreprise? La taille n'a aucune importance, ça peut être des gars qui ont une boîte de 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. C'est le gars qui porte le PNL, c'est le gars qui fait les comptes, c'est le gars qui regarde comment sa boîte se développe et qui compte le cash flow à la fin de l'année pour voir où est-ce qu'il en est. Et il a très gentiment accepté. On s'est mis dans des salles de réunion d'entreprise avec des plateaux repas à 30 €. La règle, c'est qu'il n'y avait que des chefs d'entreprise autour de lui, en général 15. Et on a démarré et on a dû faire une bonne vingtaine de ces réunions où il passait 3 heures avec des chefs d'entreprise. Et je me souviens, certains d'entre vous étaient déjà parmi nous, et vous me disiez, il est bien ton gars, mais il parle pas beaucoup. Parce qu'effectivement, François Fillon, il prenait des notes, et il écoutait, il posait des questions. Alors les 35 heures, vous voyez ça comment, le CDI, le licenciement, comment ça marche, la gestion des instances paritaires dans l'entreprise, vous voyez, etc., etc. Et il écoutait, et comme une des qualités essentielles de François Fillon, c'est un vrai écouteur, et c'est doublé d'une intelligence suprême. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il écoute, le processeur tourne à toute allure, et il voit ce qu'il faut faire. Et donc c'est ce couple écoute-intelligence stratégique qui est extrêmement fort. Et donc je l'ai vu construire dans sa tête ce qu'il fallait faire pour répondre aux aspirations des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants qui lui parlaient. Et lui aussi, il voyait bien qu'il était en train de le construire. À un moment donné, il m'a dit, mais Pierre, on était en février 2014, Arnaud s'en souvient, et il a dit, pourquoi est-ce que vous ne construisez pas du coup mon programme économique? Et j'ai appelé Arnaud, et il m'a dit, à l'époque, François m'avait dit, il n'y a qu'un seul truc que je sais, c'est que ça doit être prêt pour le 22 juin. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, il y avait une raison. Et donc, on a réfléchi avec Arnaud, et on lui a dit, ouais, on peut le faire, mais on veut changer la méthode. La méthode jusqu'à maintenant, c'était toujours un peu la même, il y avait des variations, mais c'était toujours, en gros, il prenait quelques, comme on dit, des technos brillants, inspecteurs des finances, enfin, des gars ultra brillants, quelques politiques parlementaires ultra brillants aussi, et voilà, ça concoctait un programme qui était souvent, de nouveau, très brillant, avec même du marketing malin, mais un peu hors sol. Un peu hors sol. Et donc avec Arnaud, on lui a dit, on veut bien construire le programme, mais on change la méthode.
Et la méthode, c'est que c'est nous qui écrivons. C'est la société civile, comme on dit, qui écrit, qui prend la plume. Et puis, au fur et à mesure qu'on construit, on se soumet au challenge. Là, je peux utiliser ce mot, en France, je ne le fais pas, mais au challenge, d'abord des technos, parce que si vous laissez la société civile toute seule, ça fait du café du commerce, ça fait du yaka faucon, parce que nous, on ne les connaît pas, toutes les lois, la Constitution, les directives européennes. Donc les gars nous disaient, attention, ça tu peux pas le faire, ça tu butes là-dessus, ça existe déjà. Enfin, voilà. On avait ce challenge des technos, et on avait aussi le challenge de parlementaires. À l'époque, il n'y avait pas des tonnes de parlementaires firnistes, mais il y en avait, et qui nous disaient, mais ça, tu sais, les lecteurs n'attendent pas ça, moi, les électeurs, ils me disent plutôt ça. Enfin, et c'était cette espèce de co-construction extrêmement riche qu'on a menée entre février 2014 et juin 2014, au moment où, avec Arnaud, on a sorti le programme compétitivité, qui est toujours le socle du programme économique de François Fillon. Et puis comme on s'était rendu compte que ça marchait pas mal, eh bien on y est allé et on a commencé à ouvrir ce qu'on a appelé des thématiques avec notre troisième compère, François Bouvard. Alors on a dit, ben voilà, on va bosser l'éducation, on va bosser l'apprentissage, on va bosser le logement, on va bosser le numérique, on a fait ça avec Arnaud aussi, on va bosser l'entrepreneuriat, les PME, le travail indépendant, et puis on a ajouté ça, on a élargi au régalien, la justice, l'immigration, la sécurité. Et à chaque fois, c'était la même méthode, on faisait venir à peu près une quarantaine de personnes. C'est pour ça que Jean-Hugues se souvient, et il a raison, qu'il y a un certain nombre des mesures, Arnaud vous le dira, qui sont nées ici, parce qu'on faisait des antennes à Londres de réflexion, et il y a eu 2 ou 3 idées fortes du programme qui sont venues d'ici. Donc on faisait 40 personnes, c'était le plus divers possible. Par exemple, sur le logement, il y avait des bailleurs sociaux, des constructeurs, des promoteurs, des investisseurs, des associations de locataires. Tout ça pour essayer d'aspirer le plus possible de ce que la société civile, la France, attend. Et voilà, et on a construit ce programme de cette manière-là. François Fillon nous avait dit, moi je veux réformer la France, on va y revenir dans ma conclusion, je veux réformer la France, et le seul moyen, on sentait bien, et on le sent toujours, que quand on est projet contre projet, quand on est en discussion, et Dieu sait qu'aujourd'hui on fait des réunions comme celle-là, on en fait, la société civile en fera 500 réunions dans les 2 derniers mois. Elle est en train d'en faire 500. On va partout, et partout on explique, on dialogue, on répond aux questions, et on voit bien qu'on a raison. On voit bien qu'on a senti le truc, et qu'on a bien ce qu'il faut en main. Mais ce qu'on a appris aussi, et c'est le point qui me paraît essentiel, c'est que ce programme, ce projet, il n'existerait pas sans François Fillon. Ça, c'est clair. Par exemple, Arnaud s'en souvient, quand on avait donc ces comités de pilotage où il fallait, donc la société civile arriver avec ses idées, ça avait été déjà un peu débattu avec les technos et les parlementaires, mais enfin, il fallait bien trancher. Et tu te souviens, Arnaud, une réunion, on était une quinzaine autour de la table, et nous on disait, bah, François, nous on pense qu'il faut supprimer l'ISF. Voilà, on a fait un peu le tour du truc, on pense qu'il faut supprimer l'ISF. On était 15 autour de la table, il y avait 2 petits gars qui disaient, je pense que c'est une bonne idée, il y en avait 13 qui étaient contre. Il y en avait 13 qui étaient complètement contre. Et celui qui a tranché, c'est François Fillon. Et ça s'est reproduit des dizaines de fois. Pas une fois, mais des dizaines de fois. À chaque fois qu'il y a eu un arbitrage, celui qui a tranché en fonction de l'intérêt du pays, en fonction de l'intérêt général, en fonction du changement qu'il faut faire, de la réforme qu'il faut faire, à chaque fois, ça a été François Fillon. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas le plus petit début d'un projet, tout aurait été massacré. Et on l'a, de manière très intéressante, revu après la primaire. Parce qu'après la primaire, on a fait le rassemblement de la droite et du centre. Donc il a bien fallu que tout le monde se mette d'accord sur le projet. De la même manière, qui a tenu le cap, parce que si vous regardez le projet qui est maintenant le projet de François Fillon, il a été amélioré, il y a eu un certain nombre d'inputs très intéressants et valables, mais au total, la colonne vertébrale du projet, elle reste la même. Elle reste celle de la primaire. Et ça nous dit que François Fillon est capable de tenir un cap stratégique. Il s'est fixé des objectifs, il s'est fixé une ligne directrice.
il va éventuellement adapter, je vais vous donner 2 exemples d'adaptation, un très important, le minimum vieillesse. On ne l'avait pas prévu dans le programme de la primaire. Et nous, on pensait que, comme dit Tony Blair, ce qui est social, c'est de donner du boulot aux gens. Donc la priorité de François Fillon, c'était l'emploi, 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 l'emploi. Et donc on avait mis toutes les mesures pour l'offre et l'emploi. Et donc l'idée, c'était de dire, mais donc ça va être social, puisque les 6 millions de chômeurs vont, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, retrouver un job. Et il y a eu des gens qui nous ont dit, ah ouais, et le gars qui a 70 ans, il va retrouver un emploi? Et le gars qui a 70 ans et qui vit avec 600 € par mois, tu crois que c'est juste, tu crois que c'est bien? Et donc effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans le programme, et François Fillon a tranché, en fonction d'une augmentation du minimum vieillesse, il fallait trouver 2 milliards, et on a trouvé les 2 milliards, on a financé les 2 milliards. Mais l'axe du projet est resté le même, la direction est restée la même. Et c'est pour ça que, à chaque fois que ça a un peu tremblé, et Dieu sait que ça a un peu tremblé dans les 2 derniers mois, eh bien, les gens qui sont restés totalement dévoués, fidèles, motivés, c'est les gens de la société civile. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas de job, ça ne nous intéresse pas, on veut juste redresser notre pays, on a construit un programme, on y croit, et on sait que c'est le seul qui est capable d'emmener et de conduire ce projet. Voilà pourquoi la société civile est à fond derrière François Fillon et qu'on le soutiendra jusqu'au bout et jusqu'à la victoire, comme l'a dit Jean-Hugues, parce que nous, on croit en la victoire, parce qu'on croit en notre cause. Je vais maintenant passer la parole à